Que s'est-il passé pour mon portefeuille Stop Picking sur le mois d'août 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver cet article sur mon blog Substack. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Comme d'habitude, je fais une mise à jour. C'est une mise à jour mensuelle. Ici, vous retrouvez la répartition du portefeuille. Je donne voilà, les pondérations. Ce que vous pourrez noter, c'est que j'ai pas mal allégé téléperformance. On va en parler après dans la rubrique de la téléperformance. Et j'ai commencé quand même à pas mal renforcer du Havas en placement, on va dire. Et sinon, les autres, pas trop d'autres mouvements à signaler sur ce portefeuille Stop Picking. Alors, comme d'habitude, je vais passer en revue les différentes valeurs de ce portefeuille Stop Picking en rappelant ma thèse d'investissement, sa validité ou où est-ce qu'elle a été invalidée, et je vous donne mon avis pour chaque mois, en fait, pour chaque valeur sur le mois écoulé. C'est pas un conseil d'investissement comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par une des valeurs de ce portefeuille, faites vos propres recherches. Vous pouvez bien sûr commencer par la chaîne, mais après, ça ne vous empêche pas de lire les rapports financiers, les documents de ces entreprises. Comme je le rappelle à chaque fois, ce portefeuille, c'est un portefeuille Stop Picking, c'est pas le portefeuille intégral. Mon portefeuille complet, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, ce portefeuille complet, en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, le géant français des spiritueux, numéro 2 mondial. Donc la thèse d'investissement, je la rappelle, je m'étais dit que quand je suis rentré donc sur 2024, le cours avait brutalement chuté déjà, puisqu'il y avait eu un rattrapage post-déconfinement, puis après un fort ralentissement à cause de l'inflation et de la, on va dire, frilosité des consommateurs. Donc mon idée à l'époque, c'était de me dire: «Bon, ben, en fait, ça y est, on a bien baissé, les multiples sont bas, le bas de cycle atteint». Que nenni, je me suis trompé sur le timing. Donc ma perte a été assez violente. Donc j'ai allégé, hein. Il ne me reste plus qu'une seule action sur Pernod Ricard. J'aime bien le secteur, j'aime bien le management, j'aime bien le PDG et j'aime bien l'entreprise. Donc je vais continuer à la suivre, et pour la suivre, bah, il vaut mieux quand même en avoir un portefeuille. C'est pour ça que je conserve une action Pernod Ricard. Bon, bah, en fait, ça rebondit, hein, maintenant. Alors pourquoi ça rebondit? On a déjà eu la publication de Diageo, donc le numéro 1 mondial. Je rappelle qu'ils ont licencié leur PDG le mois dernier. Donc là, pour l'instant, c'est le CFO qui est le directeur financier qui est PDG par intérim. Ils sont en train de chercher un nouveau PDG. Donc ça ne peut pas se produire sur Pernod Ricard, puisque c'est la famille qui est majoritaire et qui, du coup, Alexandre Ricard, évidemment, PDG, et il y a peu de chances qu'il soit remplacé, sauf si voilà, l'entreprise, sauf si il perdait le contrôle du capital, chose qui n'arrivera pas du tout, à mon avis, qui a très peu de chances d'arriver. Donc, ce qui se passe ce mois-ci, en outre de du départ de la PDG de Diageo et des résultats, on a eu des résultats d'ailleurs de Diageo, du coup, qui sont plutôt corrects. Ils sont même positifs en organique, hein, les résultats, la croissance organique chez Diageo était positive sur le semestre. Donc c'est plutôt pas si mal. En fait, ça commence peut-être à rebondir un petit peu. Les deux groupes et même l'industrie dans son ensemble est toujours dans la phase cession d'actifs, hein. Donc ils continuent à vendre des marques. Par exemple, Pernod Ricard a vendu très récemment le whisky indien Imperial Blue. Diageo a cédé aujourd'hui, donc le 19 août, des deux marques de Ready to Drink, RTD. C'est un nouveau concept qui marche pas mal, hein, qui fait une bonne croissance. Bon, ils ont cédé ça. Donc l'idée, c'est évidemment de baisser le levier, de baisser l'endettement. On voit que sur Diageo, il est assez élevé, hein, donc à la dernière publication. Donc là, c'est les chiffres de l'agrégateur. Il faut bien sûr regarder ceux du communiqué de presse et de la présentation des résultats. Et d'après l'agrégateur que j'utilise, qui s'appelle Coifin d'ailleurs, le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. D'après cet agrégateur, on est à 3,9 fois l'EBITDA en dette nette pour Diageo. C'est quand même lourd, hein. Pour Pernod Ricard, on n'a pas encore cette valeur-là, puisqu'on attend la publication qui aura lieu le 28 août. Bon, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on se désendette de façon plutôt contrainte en vendant des actifs, et après, la clé, ça va être de ne pas les brader, ces actifs, hein, même si les groupes ne sont pas en situation de force. Donc Pernod Ricard cherchait aussi à céder le champagne eux-mêmes. Je ne crois pas qu'ils aient trouvé d'acquéreur pour l'instant, donc voilà, on reste dans cette phase de plutôt cession d'actifs pour se désendetter. Ce qui est très bien. L'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont acheté autant d'actifs, fait autant de dépenses en capital, alors que le cycle commençait déjà à se retourner. Ça, c'est parce que, à mon avis, ils ont une très mauvaise vision du cycle. Donc ce secteur, je vais continuer à le suivre.
je vais pas nécessairement revenir sur du Pernod Ricard, même s'il y a du rebond, le rebond est en cours là, on est au-delà des 100 € maintenant, donc ça commence à rebondir. Mais en fait, Pernod Ricard, ça ne correspond pas à mes stratégies, value, donc je continue à suivre l'entreprise parce que j'aime bien, mais je pense pas réinvestir dessus. Mais je vais continuer à la suivre pour vous sur la chaîne. Allez, ensuite, on est sur Morel et Prom. Donc Morel et Prom, c'est une junior pétrolière qui opère dans des zones un peu géopolitiquement, on va dire, sportives. Gabon, par exemple, Tanzanie, Angola, Venezuela, Colombie pour le gaz. Donc ça, évidemment, ça a un impact sur les multiples de valorisation du groupe, hein. Ils sont très, très bas, évidemment. Et donc l'idée, la thèse d'investissement sur Morel et Prom, c'est que, bah, en fait, ils sont résilients, donc ils se prennent des coups. À chaque fois, ils se prennent, des claques, du style au Gabon en 2023, si mes souvenirs sont bons. Ça chute de 30, puis après ça se reprend. Donc cette année, ça a été au début de l'année, ça a été Venezuela, donc licence suspendue par l'OFAC. Hop, on se prend une claque, c'est pas grave, le cours se reprend, la croissance est toujours là, on augmente la production en volume. Donc finalement, ça ne fait que retarder l'inévitable, hein. C'est que tant que le prix du pétrole reste au-delà des, on va dire, 60 $, bah, le groupe gagne beaucoup d'argent. Alors, le point mort opérationnel, il est à 30 $ par baril en réalité. Mais donc, on va dire que pour avoir une génération équivalente, une génération de cash équivalente à ce qu'il y a eu pour 2024, par exemple, il faudrait qu'on soit quand même au-dessus de 60, enfin 65, 70 $ sur le Brent. Et en fait, on a une augmentation en volume de production. Donc, les pétroliers, ils ont évidemment pas la main sur les prix des hydrocarbures, mais ils ont la main sur l'augmentation de la production en volume. Et Morel et Prom, en réalité, c'est une société de croissance, hein. Ils font des acquisitions, donc ils avaient une bonne situation de cash. Maintenant, ils sont plus cash net, mais ça va le redevenir. Ou en tout cas, ils vont rester proches de l'équilibre en termes de trésorerie. Donc, bon, bah, ils ont de la poudre sèche pour pouvoir faire des acquisitions. Il ne faut pas oublier que l'actionnaire majoritaire, c'est Pertamina, la compagnie indonésienne nationale de pétrole. Et de temps en temps, ils peuvent avoir des prix d'actionnaires à des taux avantageux, ce qui leur permet derrière de faire poursuivre l'expansion. Ils ont aussi des sociétés dans lesquelles on va dire, ils consolident pas, ils sont des résultats mis en équivalence, hein, comme avec Seplat. Seplat, ça marche très bien au Nigeria. Donc, belle société de croissance, finalement un bilan super solide, comme ça, quand on se prend des claques, ce qui arrive assez régulièrement, hop, on peut rebondir tranquillement par la suite. On a du coup, on a eu Chevron qui a été à nouveau autorisé de extraire du pétrole et de commercialiser le pétrole au Venezuela. Donc, le jour de cette annonce, il y a eu 5% de hausse du cours de Morel de Prom. Donc, normalement, si on va dire les affaires étrangères, si le groupe lui-même et les opérateurs étrangers hors États-Unis continuent à mettre la pression sur l'administration américaine, normalement, ils devraient pouvoir reprendre leur exploitation dans les mois qui viennent. Donc, pour l'instant, ça reste donc non commercialisé, hein, cette production. Mais même sur cette production, on a une bonne génération de cash et on a une valorisation qui est très faible, hein. Donc voilà, ça pareil, il faut après ça c'est ce que l'agrégateur montre, hein, il faut bien sûr revérifier par soi-même, mais on est sur des multiples de valeur d'entreprise sur EBITDA à 2,6, hein, ce qui est très, très, très faible. Le rendement des fonds propres, il est à 20, ce qui est colossal, hein. Donc très bonne rentabilité, un peu de croissance en volume bien sûr, et une valorisation qui est faible, hein. Donc ça va tout plaire. Après bien sûr, c'est volatile et ça va dépendre du cours du pétrole. Là-dessus, moi, je table sur une reprise du cours du pétrole sur plutôt la fin de l'année. Pour ça, en fait, vous avez des indicateurs avancés. Donc, l'indicateur avancé le plus général, ça va être le PMI en Europe ou ISM aux États-Unis. C'est des enquêtes auprès des directeurs d'achat pour savoir quelles sont leurs perspectives, donc carnet de commande, etc. Donc ça, c'est un indicateur avancé de l'économie. Ces indicateurs-là, pour l'instant, ils sont un peu encore mitigés. En revanche, vous avez des indicateurs avancés de ces indicateurs avancés. Ce sont les nouvelles commandes, par exemple. Donc, voilà, vous avez les indicateurs avancés qui ont un lead de 9 mois indiquent que l'expansion d'activité est devant nous. Donc, qui dit expansion d'activité manufacturière dit reprise des matières premières, toutes au sens large, et en particulier les hydrocarbures et le pétrole. Donc, pour moi, on va se retrouver sur un baril à la fin de l'année qui aura rebondi par rapport au niveau actuel. Je le pense en tout cas, je peux me tromper évidemment, mais je le pense. Surtout s'il y a des conflits géopolitiques qui viennent faire flamber le prix du pétrole, hein. Donc, pour Morel et Prom, sauf accident, je pense qu'on aura, le management livrera la marchandise, livrera des bons résultats annuels cette année sans problème, sauf accident évidemment. Prochain rendez-vous, c'est
le 16 octobre pour la publication du plan d'activité du 3e trimestre. En général, c'est pas hyper intéressant puisqu'il y a que le chiffre d'affaires, l'évolution de l'activité. On a le gros dividende 2024 qui sera versé le 28 août. Alors, je vais voir si je le réinvestis sur Morel et Prom ou sur d'autres positions, à voir. Sur Mori Construct, donc je rappelle, société belge d'ingénierie en bâtiment. Ils ont pas mal bénéficié des plans de relance européens pour tout ce qui est isolation des bâtiments, etc. Mais aussi nouvelles constructions résidentielles, nouvelles constructions publiques également, puisqu'ils sont un peu sur les deux tableaux, ce qui permet de décorréler le cycle, on va dire, le cycle résidentiel du cycle public, en fait, de commande publique. Donc c'est très bien. Et l'avantage qu'ils ont, Mori Construct, c'est qu'ils ont un modèle d'affaires BFR négatif, donc ils touchent, et ça c'est vrai pour tous les ingénieristes, hein, ils touchent les acomptes sur les contrats, ce qui leur fait de la trésorerie. Donc ça, c'est de l'argent qu'ils doivent dépenser pour faire exécuter les projets. Mais du coup, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'autorisation de placer leur trésorerie à 25% en bourse. Et en fait, ils sont très bons, ils sont assez bons gestionnaires, hein, parce que ça dépend des années, hein, mais parfois, ils arrivent à générer jusqu'à entre 5 et 10% du résultat net uniquement grâce aux résultats financiers et aux gains générés via les placements. Donc, bon, et c'est une boîte qui a une très très bonne rentabilité, donc entre 20 et 25% selon les années. Ça vit tranquillement, c'est une small cap, hein, 200 millions d'euros, donc c'est très 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 peu liquide. On est sur, déjà le nominal de l'action, il est à 600 € une action. On a une cotation qui est au double fixing, c'est-à-dire que vous avez une cotation qui est donnée à 11h30 et une cotation qui est donnée à 16h30. Donc c'est très très peu liquide, hein. Attention sur ce dossier, mais c'est en fait, c'est justement ce qui permet cette prime d'illiquidité vous permet d'avoir des multiples très bas du coup. Voilà, donc rien à signaler ce mois-ci, évidemment, hein, c'est le genre de boîte qui fait pas de vagues et qui est très discrète. Prochaine publication le 23 septembre pour les résultats semestriels. Moi, je la garde sur le très long terme. Pour l'instant, j'ai un bagger. Je suis à 118% sur Mori Construct. C'est c'est ma plus ancienne position du portefeuille, hein. Je dois l'avoir depuis, je retrouvais ça, mais je crois que c'était depuis 2021, hein. Donc voilà, ça déroule tranquillement. Et Jacques Metals, donc là, on est sur le cyclique, donc le spécialiste de la distribution d'acier spécial lyonnais, mais international en réalité, hein. Ils opèrent, alors ils sont très exposés à l'Allemagne, ils sont très exposés à la France et ils ont une petite exposition aux États-Unis. Ils sont aussi exposés à l'Italie. Bon, sur les cycliques, comme Jacques Metals, en fait, il faut qu'il y ait une énorme décote sur actifs tangibles. Il faut qu'il y ait un matelas de sécurité qui permettent en fait au prix de ne pas trop baisser, parce que au bout d'un moment, en fait, si on est sur une décote sur actifs tangibles trop importante, en fait, l'actionnaire majoritaire, il a intérêt à liquider la boîte ou sortir la boîte de la bourse, hein, puisque en fait, la bourse valorise moins cher que ses actifs l'entreprise. Donc pour Jacques Metals, c'était le cas quand je suis rentré sur le titre. On avait une décote sur la valeur des stocks. Ils passent en plus des provisions sur ces stocks. Bon, ce qui veut dire qu'ils peuvent reprendre ces provisions si jamais le prix de l'acier remonte. Là, quand on peut le voir, le prix de l'acier pour l'instant, ça reste moche, hein. On est sur un prix de l'acier qui est quand même assez proche des plus bas, même si on est, voilà, on est plutôt sur un niveau médian par rapport au dernier cycle. Enfin, voilà, on n'est pas au plus bas non plus, donc il y a eu un léger rebond depuis le début de l'année. Enfin, ici, pardon. Alors, non, depuis le début de l'année, c'est un peu retombé. Il y a un rebond depuis cet été. Bon, donc pour l'instant, rien à signaler, hein, sur le prix de l'acier. En fait, le marché européen est inondé d'acier chinois à bas prix, évidemment. Donc les Chinois exportent par surcapacité, donc ça pèse sur les prix. Et les acteurs de la chaîne de valeur de l'acier qui opèrent aux États-Unis, eux, ils se frottent les mains parce qu'ils ont des droits de douane. Donc je pense à ArcelorMittal qui est aux États-Unis, Acerinox aussi, hein, qui est aux États-Unis. Donc eux, ils ont des droits de douane qui les protègent. En Europe, c'est pas le cas. Donc en écoutant les conférences call, j'ai par exemple écouté le conférence call de Klöckner. C'est un distributeur d'acier standard allemand. Il milite pour des droits de douane, pareil pour Aperam, etc. Donc en fait, il y a toujours un lobbying des acteurs de l'acier sur la Commission européenne pour que le marché soit un peu plus juste et moins biaisé par les surcapacités chinoises. Donc ça, c'est un catalyseur possible pour Jacques Metals. De toute façon, même sans catalyseur, avec la reprise du cycle économique, il va y avoir une reprise du prix de l'acier. Donc, je ne me fais pas de soucis sur Jacques Metals. C'est très très bien géré. Il y a toujours une décote alors une décote sur actifs tangibles, mais ça n'inclut pas la dette. En termes de valeur d'entreprise, il n'y a plus de décote en termes de valeur d'entreprise par rapport au stock, hein. Donc, valeur d'entreprise, c'est capitalisation boursière plus dette nette.
Il y en a eu un moment, donc sur 2024, on a eu une phase de décote, donc ça, c'était important pour rentrer sur le titre. Là, il y en a plus, mais bon, alors, on n'a pas la valeur des stocks, on ne sait pas à combien elle est actuellement. Vu qu'ils ont passé des provisions, elle doit être, maintenant elle a dû baisser. Mais bon, voilà, ça reste très peu cher, Jacques Metals, en termes de stock, hein. En termes de stock, j'entends stock, en termes de valorisation par rapport aux actifs. En termes de flux, c'est pour l'instant, c'est pas, ça a l'air pas donné, mais c'est parce que les flux que vous allez regarder, sauf les free cash flow, mais le résultat net ou les l'EBITDA, eux, ils sont plutôt en bas de cycle. Donc le multiple de valeur entreprise sur EBITDA est plutôt relativement élevé et pareil pour le multiple de price earning, hein. En termes de price to free cash flow, en revanche, c'est pas si mal, on est à moins de 10. Donc pour moi, Jacques Metals, ça reste très décoté. Toujours bien positionné pour jouer la reprise. Ça a bien rebondi quand même. Ça a un petit peu rebondi depuis le début de l'année. Donc, je reste sur mon objectif de 26 €. Mais je pense que si la reprise arrive, je relèverai cet objectif parce que je pense qu'on pourra l'atteindre rapidement. Maintenant, la question, c'est pas si, mais c'est quand pour la reprise. Elle devrait arriver quand même d'ici la fin de l'année, je pense. Alors, Vika, je ne m'attarde pas dessus puisque c'est une position que j'ai clôturée avec une bonne plus-value. Donc, c'était voilà, une thèse d'investissement value classique. Il y avait même des codes sur actifs tangibles au moment où je suis rentré sur Vika, au début janvier 2024. Alors, je me suis trompé ici, c'est pas janvier 2023, hein, c'est 2024, si je me trompe pas. Non, c'est 2023, pardon. Ouais. Donc, c'est ça, 1er janvier 2023. Ouais. Donc, bon, le titre est passé de 22 à 65. Moi, j'ai pas fait du tout toute cette performance puisque j'ai soldé à la dissolution. J'ai quand même vendu la moitié. Bien mal appris, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire le timing et respecter ses objectifs si la thèse d'investissement est toujours valide. Ici, elle était toujours valide, hein, cette thèse d'investissement. Donc, voilà, ça m'apprendra. Donc, sur Vika, voilà, objectif atteint. J'en parlerai, je la garde quand même dans ce suivi, mais plus de suivi de mon côté. En revanche, plus de suivi des publications, etc. Alors, téléperformance, ça, c'est un dossier épineux. Bon, téléperformance, la thèse d'investissement, c'était eh bien, valorisation très très faible. Bon, c'était contrariant, évidemment, c'est très contrariant puisque le marché joue la mort de l'entreprise à cause de l'intelligence artificielle et du coup du remplacement de l'activité de téléperformance, à savoir principalement les centres d'appel. Alors, les centres d'appel, ça peut tout et rien dire. Il y a plein de choses dans le centre d'appel. Il y a expérience client, il y a marketing, il y a support aussi externalisé, il y a externalisation de processus métier, etc. Il y a plein de business différents. L'action est très 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 vendue à découvert. La publication semestrielle a été très mal reçue par le marché. Donc on a eu deux choses. On a eu le plan stratégique, ça c'était en juin, très mal reçu par le marché. Publication des résultats semestriels, très mal reçu par le marché. Ce qui s'est lu, alors je vous renvoie vers l'article complet et vers la vidéo que vous retrouvez sur la chaîne. Bon, bah en fait, c'est très contrasté comme publication du premier semestre. En fait, les core services, donc l'activité traditionnelle, c'est 85% d'activité, sont en croissance organique, 3,5%. Donc, pas si mal. En revanche, l'activité service spécialisé est en décroissance. Donc, ça, c'est moche, hein. C'est l'activité qui a le plus de marge. C'est ce qui est censé amener les relais de croissance pour l'entreprise. Bah là, ça n'a pas été le cas sur cette publication. Le management, enfin le marché, je pense, n'aime pas le management. Le management persiste à vouloir faire de la dépense en capital, verser un dividende, racheter des actions et faire des acquisitions. Et en fait, ils n'ont pas les cash flows pour faire tout ça. Et donc, la dette a monté en plus sur la publication, sur le premier semestre. Ça reste un niveau gérable, on est à moins de 3 fois les l'EBITDA en net, mais je pense que l'allocation du capital est à revoir. En fait, il faudrait virer le dividende, il ne sert à rien, et faire plutôt du rachat d'actions assez massif, et même peut-être arrêter les dépenses en capital. Et éventuellement faire des acquisitions, mais les acquisitions, il faut qu'elles créent de la valeur pour l'actionnaire. Ça reste à voir, hein. Donc, l'acquisition récente, c'est la dernière, la grosse, c'est ZP. Donc, c'était plutôt service pour les sourds et malentendants. Bon, il faut voir si ça délivre de la valeur, si ça crée de la valeur. Après, ces activités services spécialisés, elles ont une marge importante, hein. C'est 30% de marge opérationnelle. C'est quand même significatif. Donc, avec un peu de croissance, ça peut quand même, ça peut avoir de l'impact. Mais là, ça n'a pas été le cas sur le premier semestre, malheureusement. Donc, je conserve. Mais, par chance, avant la publication, la veille de la publication, j'avais un petit peu allégé. Je trouvais que la publication d'Avas, on va en parler en dessous, hein, mais méritait que je pondère un peu plus par rapport à Téléperformance. J'ai eu de la chance, c'est que de la chance. J'ai un petit peu allégé, donc là j'ai encore une demi-position, donc moins value significative quand même, hein, je dois être à moins 25%. Je conserve, mais je vais réaliser en profitant du rebond et je garderai quand même un quart de position parce que je pense tant que la thèse d'investissement n'est pas invalidée,
je pense que je peux conserver. Maintenant, la clé, ça va être, est-ce que la thèse d'investissement, à savoir, en gros, avoir les 1 milliard de free cash flow, est-ce qu'elle reste valide? Bon, je suis pessimiste, hein, quand même pour cette année, sur les 1 milliard de free cash flow, vu la publication du premier semestre. Donc à suivre, et s'il n'y a pas ce milliard de free cash flow, je coupe ma position sans aucun problème. Ruby. Ruby, distributeur, d'énergie, donc plutôt GPL, ils font du GPL en Europe, en Afrique. Ils font des carburants pour l'aviation aux Caraïbes, ils font du bitume en Afrique et ils font un pivot vers l'énergie photovoltaïque en Europe. Bon, donc ça marche pas du tout et c'est pour ça que les multiples de l'entreprise sont très faibles. Mais ça n'a pas échappé à Patrick Molis et Vincent Bolloré, de loup un peu, enfin, bon, Bolloré, vous le connaissez, hein, mais Molis, il est un peu moins connu, mais il est aussi spécialiste de l'activisme actionnarial. Donc, là, ils ont fait l'opportunité et donc, on est maintenant plutôt sur un dossier situation spéciale. Il va falloir voir s'ils arrivent à infléchir la stratégie peut-être en ralentissant les investissements sur Photosol. Pour l'instant, Photosol, ça délivre rien comme résultat, hein. Ils inventent des multiples bidons pour essayer d'enjoliver les choses, hein, du style l'EBITDA, le Power EBITDA. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas des EBITDA en réalité. Et il n'y a pas de résultat net, donc ils ont repoussé en plus le seuil l'échéance de rentabilité. Bon, donc pour l'instant, c'est pas incroyable, mais ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est pas si mal en fait. Alors, si on donne l'historique, en décembre l'année dernière ou en novembre, en tout cas la dernière publication, avant les résultats annuels, ils avaient mis un profit warning en disant bon, ben, on n'arrivera pas à faire les résultats. Ils ont été beaucoup impactés par les fiches change, hein, les effets de change, ça arrive assez fréquemment. Là, cette année, je pense qu'ils sont quand même bien aidés par la baisse du dollar, ce qui est pas mal, hein, c'est leur devise en fait d'approvisionnement, ils achètent leur stock en dollars. Et ça permet aussi aux devises émergentes de rebondir un petit peu, donc comme ils sont présents en Afrique, ça les aide. Comme le prix en plus de l'énergie a pas mal baissé, le prix des hydrocarbures a baissé, c'est eux qui le disent, hein, ça en fait, ça permet d'augmenter la demande côté client puisque, ça augmente les commandes clients vu que, bah, la matière première sont moins chères et les clients peuvent stocker donc. Ce qui est pas mal, donc c'est en plus, c'est pas mal, hein, si vous avez un portefeuille avec, du Total et que vous voulez avoir une entreprise, en face qui est anti-corrélée, et bah, vous pouvez prendre du Ruby, hein, comme ça vous serez, parfaitement, vous serez, anti-corrélé entre les deux actions. Bon, donc du coup, l'activité traditionnelle, ça marche comme d'hab, ça déroule tranquille, ça génère son EBITDA, ça génère ses résultats opérationnels, ses bénéfices, et cetera. L'activité Photosol, pas incroyable et du coup, cette activité Photosol, cette activité, Ruby Énergie, ça pénalise le multiple de valorisation du groupe. Donc du coup, d'une part, ça vous donne un rendement qui est élevé, 7% de rendement du dividende, c'est quand même sympathique. Attention que ce dividende, il est de moins en moins soutenable parce que ça mange une bonne partie des free cash flow, vu que d'une part, ils veulent l'augmenter constamment, mais en fait, ce sont des augmentations de plus en plus faibles, et d'autre part, en fait, on a les dépenses en capital chez Photosol qui sont quand même énormes et qui mangent beaucoup de cash flow opérationnel. Donc, faut se méfier. Sur ce dividende, il va peut-être plus augmenter et il va, à mon avis, stagner, voire les mauvaises années, il risque même de le couper un petit peu. Donc, moi, je pense que sur Zubi, tant qu'il y a Photosol, il ne faut pas faire de plan sur un dividende à ce niveau-là. Donc voilà, c'est plutôt un dossier situation spéciale. Sur ce mois en cours, il n'y a rien à signaler. Ça, voilà, c'est l'entreprise ne fait pas de bruit. On continue de délivrer. On va voir les résultats qui auront lieu, qui sont publiés. Alors, c'est le 9 septembre. Donc là, on verra plus clair sur l'endettement. Autre chose aussi à signaler, hein, c'est qu'ils n'avaient pas augmenté les perspectives pour l'année complète, alors que le premier trimestre était quand même plutôt bon, hein. À mon avis, ils sont très prudents et je vois pas de raison qui ferait qu'il y a eu un accident, un problème sur le deuxième trimestre. Et donc, et même vu que je pense pas qu'il y aura de problème sur la fin de l'année, tant qu'on reste à des niveaux du dollar qui baisse, sur un niveau des prix des hydrocarbures qui reste plutôt faible relativement par rapport à l'historique récent, eh ben ça va favoriser l'activité de Ruby. Donc voilà, moi il n'y a pas de raison je pense que les résultats seront plutôt pas mal, sauf évidemment imprévu, accident, etc., hein. Donc ça, on peut pas prévoir. Donc la valorisation, elle reste très basse, hein. On est sur une valorisation qui est à 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Toutefois, à signaler que c'est la médiane 5 ans, hein. Enfin, on est sur la médiane 5 ans. C'est-à-dire que sur 5 ans, en fait, on se traite rarement plus haut que ça. Ici, sur juillet, sur un an, de 2022 à 2023, on s'est traité sur des multiples à 7 fois. Bon, ça, c'était avant les déboires de Photosol.
en fait, que l'activité photosol se dégrade. Maintenant, en fait, on se traite, en excès, on se traite à 6,5, hein. Donc tant qu'il y aura pas un peu, on va dire, soit une accélération de l'activité traditionnelle, soit une amélioration sur le front de Photosol, je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que cette fois la valeur entreprise sur EBITDA. Bon, ça fait peut-être 10-15, mais en attendant, vous avez vos 7 de rendement du dividende pour patienter, sauf si sauf si les cash flows, sont mangés par Photosol. Donc ça, élément à surveiller. Moi, je conserve, j'ai un quart de la position initiale, hein, donc j'avais, cédé régulièrement avec, une bonne plus-value, notamment sur, alors j'avais cédé en 2 parties. J'avais cédé sur, la spéculation, avant l'assemblée générale de 2024 quand Moelis et Bolloré étaient entrés au capital. Là, ça avait bien monté, j'avais coupé et par contre, j'avais cédé, on va dire, à l'équilibre sur, le profit warning de fin 2024. Donc il me reste un quart de position, là, il me reste, une plus-value, supérieure à 15, je conserve, voilà. Pour moi, ça reste tranquille en fin de portefeuille. Il n'y a pas trop de risques sur ce dossier. Allez, sur IDI, Institut du développement industriel. Donc ça, c'est une société de private equity. C'est une société cotée qui fait du private equity. Alors très franco-français, un peu enfin, pas mal à la France, un peu en Europe, et ils ont une activité dans les marchés émergents qui commence à grossir. Ça, c'est intéressant. Bon, le private equity, suite à la hausse des taux de 2023-2024, il y a pas, je vous fais pas un dessin, hein, ça a été un peu massacré. Vous regardez, hein, il y a plus de, par exemple, la French Tech, là, ça a été déglingué par la hausse des taux, normal. Est-ce que c'était une bulle? Ça, c'est une autre question. Bref, donc du coup, sur IDI, eux, ils font pas les startups, ils font pas trop de startups, ils regardent quand même des dossiers qui sont rentables, hein. C'est pas du venture capital qu'ils font, hein. C'est une private equity avec du LBO, donc ça veut dire que ce sont des boîtes qui génèrent déjà du cash, hein. Donc, ils sont très bons d'ailleurs dans la sélection des dossiers. C'est pour ça qu'ils sont prudents sur 2024. Ils ont été plutôt prudents. Ils ont repris un peu les mouvements, les acquisitions sur juin de cette année. Donc là, ça continue à dérouler. Ils ont beaucoup de cash au bilan, hein, donc ils sont pas endettés, eux, en tout cas. Leur participation, oui, elles sont endettées, mais c'est le principe, hein, si on fait du LBO. Donc eux, ils sont plutôt attentistes en ce moment. Ils guettent les dossiers. S'ils ne trouvent pas l'opportunité d'investissement, ils vont verser des dividendes. Et d'ailleurs, ils ont prévu des dividendes spéciaux de mémoire sur 2025. Donc voilà, l'idée, c'est tranquille, fonds de portefeuille. Si le tissu économique français se reprend, parce que ce dont je doute à court terme, bah, ils reprendront les acquisitions, sinon ils rendront le cash aux actionnaires. Prochain rendez-vous le 24 septembre avec les résultats semestriels. Avas, donc ça c'est la position la plus récente. On est sur la publicité, la communication. On va dire c'est une mid-cap, hein, 1,3 milliard de capitalisation boursière. La valorisation est faible. On a un bilan qui était cash net quand je démarre la position. Là, ils sont à la dernière publication qui a eu lieu fin juillet. Ils sont repassés, ils ont repris un petit peu de dette, hein, c'est normal. Leur modèle d'affaires maintenant, c'est de faire des acquisitions. Ils rachètent des petites agences, donc ils n'ont pas chômé, hein, sur le premier semestre. Ils ont acheté des boîtes, 6 agences de mémoire. Ils rachètent des petites agences. Ce qui est bien, hein, c'est qu'en fait, ils peuvent, voilà, ils prennent des petits business, on vient les consolider et on multiplie les petites acquisitions plutôt que de faire des grosses acquisitions, hein. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de limiter le risque, hein, sur les acquisitions, évidemment. Pour l'instant, ils ont un track record très bon là-dedans. Et d'ailleurs, c'est le directeur financier qui l'a dit lors d'une présentation. Ils n'ont jamais déprécié d'écart d'acquisition. Ça veut dire que toutes les acquisitions qu'ils ont faites jusqu'à présent ont délivré les résultats escomptés. Ça, c'est très bien. Bon, alors, sur donc les résultats semestriels, ils étaient plutôt bons, en ligne, hein. Ils sont même légèrement supérieurs aux attentes, mais rien de fou, hein. Après, on est sur les croissances organiques qui sont faibles, hein, 2%, 2,5%. Mais la rentabilité reste là. Bonne génération de cash. On est sur des acquisitions qui se poursuivent. Donc la valorisation, pour l'instant, reste faible. Je ne me souviens plus s'ils ont augmenté leur perspective. Je crois qu'ils ont augmenté, ils ont un peu revu leur perspective. Mais bon, en tout cas, tout se déroule comme prévu pour Havas. Dans le secteur, on a eu Publicis qui a fait une très bonne publication. En revanche, les concurrents, c'est moins bien, hein, WPP, Omnicom, etc. Donc récemment, dans le secteur, il y a une fusion entre IPG et, je me souviens jamais, je crois que c'est entre IPG et Omnicom, il faut que je vérifie. Mais on est sur un marché qui se consolide, mais on a un Big Four. Havas n'en fait pas du tout partie, hein, c'est une petite boîte. D'ailleurs, c'est pour ça que la structure qui a été adoptée pour la cotation de Havas, hein, c'est en fait ils sont cotés à Amsterdam.
Yannick Bolloré a les droits de vote double dans 2 ans et des droits de vote quadruple dans 4 ans en étant minoritaire au capital, hein. Et en plus, il y a une fondation qui, en fait, en gros, l'entreprise n'est pas OPAble du tout. Donc nécessairement, la valorisation en tient compte, hein, puisque vous avez, en gros, ça se calcule, hein, mais vous avez toujours les entreprises qui sont OPAbles, elles ont des primes de valorisation, en fait. Donc, forcément, celles qui ne sont pas OPAbles, elles ont des décotes. Donc, ça à prendre en considération, évidemment. Malgré tout, la valorisation reste très faible, hein. Donc, la médiane, alors il n'y a pas d'historique, hein, mais c'est 3 fois. La médiane, c'est 3,6 fois. Actuellement, on est à 4,2 selon l'agrégateur ici. Ça reste pas très cher, hein. Ce genre d'entreprise, on peut quand même aller à 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, sans trop de problème, hein. Je crois qu'on a 8 en termes de price to free cash flow, donc c'est pas énorme. Voilà, et le dividende est tout à fait intéressant. Vous avez 5 de rendement. Dans les prochains mois, on aura le 14 octobre la publication des résultats alors c'est pas semestriel, hein, pardon, c'est du 3e trimestre, et on aura un reverse split qui va avoir lieu également à l'automne. C'est-à-dire qu'ils vont consolider, vous aurez une action pour 10, donc forcément, le nominal de l'action va être multiplié par 10. Et vous allez avoir 10 fois moins d'actions. Et le groupe continue à racheter des actions également pour améliorer le rendement des actionnaires. Voilà, donc le fait que Bolloré soit quand même solidement verrouillé au poste de dirigeant d'entreprise, c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend. C'est bien si il arrive à délivrer son plan stratégique, ce qui semble être le cas pour l'instant, hein, pas de problème. Si évidemment ça se mettait à déraper, là ça serait beaucoup plus compliqué, évidemment. Voilà pour cette revue du portefeuille, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, c'est à titre informatif uniquement. Pour chaque position, moi je fais le suivi et d'ailleurs je vous propose des vidéos et des articles à chaque fois pour le suivi des entreprises. Je suis également les concurrents. Et ça me permet, voilà, ça vous permet de faire un suivi mensuel. J'espère que ces suivis vous intéressent. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!